Bien, ça va être très différent parce que moi, je m'en vais dans un autre registre. Puis je pense que c'est la commande que j'ai eue de Daniel d'aller dans un autre registre. Alors, j'essaie de ne pas utiliser des gros mots comme blockchain. Je vais parler d'intelligence. Je vais parler d'intelligence parce que, mais dans un sens particulier. Quand on dit intelligence en français, on pense à quelque chose, mais moi, je vais parler d'intelligence comme dans l'expression intelligence d'affaires ou CIA, l'intelligence. Puis dire comment ça, pour moi, ma présentation est très simple. Il y a 3 points. Puis il y a 2 points sur des mouvements de fond. Puis un point sur comment il y a des réponses à ces mouvements de fond-là, qui sont des mouvements pas tellement heureux. Je cherchais un exemple pour parler de ça, de l'intelligence, et il m'est venu par les journaux, bien sûr. C'est toujours intéressant de voir comment, à Mec en ligne, en fait, qui m'est arrivé avec une nouvelle, c'est que la commission scolaire Val-des-Serres a développé avec une entreprise de comptabilité très connue, Grant Thornton, une application contre le décrochage. Et cette application, essentiellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des données que les commissions scolaires ont toutes sur la fréquentation, les notes et tout ça, ils les mettent ensemble et ça permet de détecter ce qu'ils appellent les étudiants beige, les étudiants en processus peut-être de décrochage. Ce que je trouve intéressant comme exemple, c'est que c'est un exemple fabuleux de ce qui se fait présentement partout. C'est ce qu'on appelle du profilage. Le profilage en milieu d'éducation. Alors, si on prend un petit pas de recul, puis on dit, ah, nos milieux éducatifs ont toutes leurs données chez Google et Microsoft, ils vont faire des activités qui utilisent Facebook, parce qu'on n'a pas d'autre chose. Puis les étudiants sont là, on va qu'on utilise ces services-là. Vous connaissez le débat actuel sur Facebook, vous savez ce qui se passe sur ce profilage. Donc, on est dans une situation, une grosse première tendance, c'est la donnée et la manière dont les gens utilisent les données, de façon éthique ou pas, et c'est cette question d'intelligence, l'intelligence d'affaires. C'est cette question derrière de pouvoir utiliser les données pour faire des choses, parfois et trop souvent à l'insu des étudiants. C'est la première chose que je voulais vous dire. Le profilage, c'est majeur. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question-là, on est dans une société de surveillance. Et là, ça commence à devenir assez perméable. Au début, c'était assez pointu, des grands joueurs. Là, ça commence à être un peu plus partout parce qu'il y a des compagnies, je parlais tantôt de la firme comptable, tout ça est fait avec de bonne foi, ce n'est pas un problème, mais derrière ça, on a des étudiants qui commencent à être profilés dès le début, qui vont être profilés toute leur vie, et on va jusqu'après ça dans le monde du travail, on continue d'être profilés, et on est profilés dans nos loisirs parce qu'on utilise des services qui prennent nos données et les assemblent et les vendent. Et c'est un peu, je ne caricature pas, c'est assez puissant. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Quel impact en éducation et sur le savoir? Bien, il y a un formidable livre que vous devriez lire, c'est une mathématicienne, Cathy O'Neill, qui a publié un livre qui s'appelle « Weapons of Math Destruction », les armes de destruction mathématique. Et derrière ça, c'est la perméabilité, la présence un peu partout de l'algorithme. Et là, je reviens vers une autre forme d'intelligence tout à l'heure, ça ne sera pas long. Mais l'algorithme est partout. L'algorithme nous permet de choisir des candidats. Les algorithmes servent à trier les CV. Alors, on imagine bien un monde où l'algorithme est encore plus puissant, on va pouvoir utiliser des banques de données qui ont été formées à notre insu, avec nos données, pour utiliser le profilage, pour faire des choses. Donc, on est dans ce monde-là présentement. C'est quoi l'impact sur l'éducation? Il y a tout un secteur en éducation fabuleux que je suis de loin, proche, loin. Je regarde ce qui se passe. Ça s'appelle le Learning Analytics. Alors, ce qui se passe dans la classe peut être capté par des senseurs ou des logiciels lorsqu'on est en ligne, et puis on peut commencer à interroger qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a de l'activité. Tout ça est fait de bonne foi, je reviens. Mais derrière ça, il y a une masse de données qui s'accumule, qui devient intéressante. Et ça a un impact majeur. C'est-à-dire que dans le livre de Cathy O'Neill, ce qu'elle dit, c'est on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte, on ne sait pas qu'il y a un algorithme, et puis la décision nous arrive dessus, puis on n'a pas de prise là-dessus. Et c'est un enjeu majeur, parce que ces algorithmes, ils sont développés à coût d'1 milliard de dollars avec Ivado, entre autres. Ils développent des algorithmes pour trouver les mauvais payeurs chez Hydro-Québec. Ils sont très fiers de le dire. Mais ça peut nous toucher. Qu'est-ce que c'est un mauvais payeur? On ne le sait pas. C'est dans la boîte noire de l'intelligence artificielle, une autre forme d'intelligence dont je voulais parler. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a cette tendance de fond. Et il ne faut pas penser que le milieu éducatif est une petite boîte isolée, bien fermée. Elle est traversée par ces nouvelles tendances de capture de données. Il y a des gens qui sont intéressés à avoir les données éducatives pour faire plein de choses. Le deuxième point, c'est plus subtil. C'est si ces gens-là utilisent les données, si on utilise des données pour contrôler le décrochage, c'est parce qu'à quelque part, on veut, puis le mot est très chargé, puis en lien avec l'intelligence, c'est optimiser. Le mot optimiser est important. On veut optimiser les processus, on veut optimiser l'argent qu'on dépense, on veut optimiser
le choix d'un candidat dans un poste donné parce qu'on on veut optimiser beaucoup. Et c'est quoi l'outil d'optimisation idéal? C'est lorsqu'on est capable de contrôler tous les paramètres et tout ça. Et c'est ça que l'intelligence artificielle fait essentiellement. Pour faire un modèle très simple de l'intelligence artificielle, c'est que vous avez un paquet de données, vous fixez des règles, puis là, vous faites travailler des petits robots minuscules, des systèmes neuronaux, et ils vont, à travers les patterns qui émergent, développer une solution. Le problème dans tout ça, c'est que les données peuvent être très mauvaises ou biaisées. C'est très souvent le cas. C'est ce que montre Cathy O'Neill dans son livre. Les règles peuvent être extrêmement ethnocentriques ou occidentalocentriques ou autres, ou du moins la connaissance du monde qui existe aujourd'hui et qu'on veut perpétuer, parce que c'est notre connaissance. Et le tout produit des systèmes à des boîtes noires dont on ne sait pas trop comment la décision est prise, des systèmes experts, qu'on aime beaucoup appeler experts, mais qui sont construits de cette façon-là, qui prennent des décisions pour nous autres. Mais tout ça est fait dans un souci d'optimisation. Pour avoir parlé avec les chercheurs d'Ivado, ils nous disent que c'est juste ça. On fait de l'optimisation, on a une situation, puis on essaie de trouver la meilleure solution dans cette situation-là. Les mauvais payeurs d'Hydro-Québec. Une petite base. Mais c'est quoi un mauvais payeur? C'est quoi la situation des personnes? On ne regarde pas. Il y a des gens qui disent que le néolibéralisme, ce n'est que de l'optimisation. Lorsqu'on regarde les services comme Uber, lorsqu'on regarde les gens qui prêtent les parkings, les startups qui démarrent à prendre des petits bouts et à rendre ça le plus efficace possible, on est dans un univers d'optimisation. Et ça veut dire quoi l'optimisation? Ça veut dire qu'on laisse de côté beaucoup de choses. C'est assez unidimensionnel trop souvent. Et ça, c'est un autre problème de fond. Et on va le trouver un peu partout. On l'entend dans les politiques publiques, dans l'austérité, on l'a entendu, cette question d'optimisation. Elle est au cœur de l'intelligence artificielle. Ça reste un des moteurs importants. Et c'est quoi le rapport avec l'éducation? Encore là, l'intelligence artificielle, ça touche la vie tout autour de nous et ça nous dépossède un peu de l'espèce d'espace qui est nécessaire pour pouvoir agir, interagir entre nous. On s'individualise beaucoup et c'est une des dimensions, c'est que l'optimisation, ça ramène beaucoup à des dimensions très spécifiques des personnes et on devient des catégories très particulières dans ce cadre-là. C'est quoi les réponses que je peux voir dans ce contexte-là à ces deux tendances de fond qui jouent? Puis là, je n'ai pas parlé de technologie beaucoup. Je vous ai pas parlé. Il y a plein de technologies qui arrivent dans le monde de l'éducation. Il y a plein de choses qui arrivent. On parle des imprimantes 3D, on parle de réalité augmentée, réalité virtuelle. Pour moi, ça, c'est épiphénomène. Ces deux tendances-là, pour moi, c'est ce qui est plus dangereux, plus porteur, plus systématique, qui vont changer beaucoup les pratiques des gens et les décisions publiques, politiques autour de l'éducation. Les réactions, bien, je vais vous donner les trois pôles que je vois qui sont les potentiels intéressants. Le premier, c'est l'ouverture. En fin de semaine, vendredi dernier, j'étais à une conférence, un petit colloque qui s'appelle OpenCon. C'était réunir les acteurs du libre, du ouvert, en éducation, en culture, en recherche. L'idée que le savoir appartient à ceux qui le produisent, appartient à tout le monde, c'est un don collectif, c'est un élément collectif. L'ouverture est une clé. Et contre ces systèmes qui optimisent, qui créent des règles, il faut être dans une approche d'ouverture et maintenir cette approche d'ouverture, en particulier en éducation. On parle des ressources éducatives ouvertes. Il y avait justement un panel sur cette question-là. Les données de recherche, c'est des enjeux importants. Il faut que cet univers-là reste ouvert. Le deuxième, c'est le collectif, le co. Là, je rejoins Luc. Faire ensemble. Faire ensemble, c'est une obligation. On ne peut pas être amené à juste des êtres optimisés qui sont des bons pour l'emploi. Il faut travailler plus ensemble. Et on a plein d'exemples de comment les gens se donnent ce moyen-là pour faire des choses, que ce soit en entreprise sociale, en entrepreneuriat social, ou même dans des nouvelles structures d'apprentissage, les lieux émergents qu'on a regardés hier. Il y a beaucoup d'exemples que les gens se mettent ensemble pour faire des choses. Et ce n'est pas monitoré par un système, c'est pas sur des grosses... Ça peut utiliser les plateformes, mais c'est complètement indépendant. Il y a des zones comme ça qui se créent et c'est un potentiel intéressant. Mais faire ensemble, c'est presque une obligation présentement. Ça, c'est un peu le contre-pouvoir qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qui veulent faire à notre place, ils veulent nous dire quoi faire, ils veulent nous rendre service, ils ont les solutions. Nous possédons les problèmes, nous avons les questions, ils n'ont pas nécessairement la solution à nos problèmes. Et le dernier élément que j'aime beaucoup rappeler, c'est le temps. Le temps d'apprendre, le temps de faire les choses, le temps d'être avec les autres, de se donner, de prendre... Ce n'est pas des difficultés d'apprentissage si ça me prend une demi-heure. C'est peut-être parce que je suis fatigué aujourd'hui. Puis optimiser, c'est à l'opposé de ce temps qui m'est propre, comment je peux apprendre, comment je peux travailler avec les autres, comment je peux être intéressé un jour, moins intéressé l'autre jour. Ce temps-là est précieux. Donc, il faudrait revenir au slow learning, comme il y a dans Slow Food.
L'idée de dire, donnons du temps à ce processus complexe dont Luc a pu donner des exemples aussi, c'est qu'on est des êtres complexes, on est des êtres authentiques qui habitons un corps, qui vivons dans des réalités. Le temps est peut-être la clé peut-être pour freiner cette course, souvent quand il est mentionné, souvent lorsqu'on parle des technologies, ça va vite, mais en même temps, l'apprentissage, je ne pense pas qu'on n'a pas si changé que ça, on reste les mêmes personnes. Ralentir un peu, puis ralentir pour nous-mêmes, puis à l'extérieur de ces sollicitations un peu véhémentes là, que sont les données. Je vais finir avec une statistique parce que je l'ai entendu hier. Puis celle-là, c'est mes lectures de ce temps-ci. Le type s'appelle David Graeber. C'est un homme qui était très actif, c'est un anthropologue qui est à la London School of Economics, qui était très actif dans le mouvement Occupy, qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs. Et c'est parti d'un article qu'il avait écrit, qui a fait planter le serveur de la petite revue. Et l'article disait qu'il y a des jobs qui sont inutiles, qui n'amènent aucune valeur. Fait qu'ils ont fait un sondage après, puis il y a 37 des gens qui ont été interrogés dans le sondage qui ont dit que leur job n'apportait rien à la société. 37 Donc, et il y a des exemples de jobs bien payés, des jobs à valeur ajoutée, comme dirait M. Legault. Et la conclusion de son livre, c'est plus complexe que ça vient avec toute une vision sur... Mais cette idée des bullshit jobs, c'est aussi le sens. Et le sens dans lequel on veut travailler, dans le sens dans lequel on peut donner par l'apprentissage tout au long de la vie. Pour moi, ça, c'est intéressant. Cette création de sens, puis ça ne vient pas de système informatique, ça vient juste de définir soi-même son projet de vie, puis son projet, puis d'aller de l'avant. Donc, c'est là-dessus que je vais terminer. Je n'ai pas dit de gros mots, hein?